Et si une seule valeur de l'univers changeait, ne serait-ce que d'un milliardième, un zéro puis un autre et encore un, et ça 8 fois, et tout au bout, un petit 1, un chiffre si minuscule qu'on pourrait presque l'ignorer, une poussière dans l'équation, une erreur d'arrondi, et pourtant, cette différence à peine perceptible suffirait à tout faire basculer. Plus d'étoiles, plus de galaxies, pas de chimie, pas d'eau, pas de vie, peut-être même pas d'univers stable, pas de Big Bang durable. Parce que tout ce qui compose notre réalité, la matière, l'espace, le temps, la lumière, tout ça repose sur une série de chiffres. Pas des chiffres choisis au hasard, pas de résultats de mesure qu'on aurait arrondis par convenance. Non, ce sont des valeurs sacrées, en quelque sorte. Un peu comme pi pour les mathématiciens. Les constantes, elles ne varient pas. Qu'on les mesure ici ou dans une autre galaxie, hier ou demain, dans un atome ou dans un amas galactique, elles sont là, toujours. Comme les lois secrètes d'un jeu dont on découvre à peine les règles. Elles gouvernent tout. La manière dont l'espace se dilate, dont le temps s'écoule. Elles dictent si les étoiles peuvent brûler, si les atomes peuvent se former, si l'univers peut évoluer. Et ces constantes, elles ne sont pas nombreuses. Une poignée tout au plus. Mais elles suffisent à dessiner le décor entier de notre existence. Alors, la vraie question devient, pourquoi ces valeurs ? Pourquoi la lumière va-t-elle précisément à cette vitesse ? Pourquoi la gravité est-elle aussi ridiculement faible ? Pourquoi l'électron porte-t-il exactement cette charge-là ? Et pas un milliardième de plus ou de moins. Pourquoi ces chiffres-là et pas d'autres? Et surtout, pourquoi ne changent-ils jamais? Et c'est là que tout devient vertigineux. Parce qu'en apparence, une constante, c'est simple. C'est un nombre qui ne bouge pas. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on en est sûr? Et est-ce qu'on les a vraiment testés? Partout, tout le temps, dans toutes les conditions? Eh bien c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que comprendre ces constantes, c'est un peu comme lever le rideau sur les lois ultimes de la nature. Aujourd'hui, on va explorer ces constantes pour que vous compreniez pourquoi c'est aussi fondamental que leur nom l'indique. On remontera le fil de l'histoire. Et si on les comprenait, peut-être qu'on comprendrait tout. Peut-être aussi que ce n'est que le début d'un mystère encore plus profond. Et tu verras après ça, tu ne regarderas plus jamais une constante de la même manière. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai mes cheveux qui ont repoussé donc j'ai plus besoin de porter de casquette. C'est pour ça que j'avais une casquette dans les dernières vidéos. Terrible, vraiment, mais là je suis content en vrai. Est-ce que vous préférez cette coupe là ou celle que j'avais encore avant il y a longtemps? Juste avant qu'on commence, j'aimerais remercier très chaleureusement Cyril qui a rejoint la chaîne récemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne chaque jour, il n'y a jamais eu autant de membres, donc pour ça merci beaucoup. J'essaie de faire au mieux pour vous proposer des vidéos en avant-première toujours plus qualitatives, même si c'est pas toujours facile, et j'espère vraiment que ça vous plaît. Et si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne et la rejoindre, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Ça vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs qui vous sont réservés rien qu'à vous, et de mon côté ça m'aide beaucoup à me développer. En fait, ce que j'ai appris et que je savais pas vraiment, c'est que vous regardiez mes vidéos le soir pour vous endormir, et une fois que vous dormez, vous les réécoutiez le lendemain pour après reprendre là où vous étiez arrêté quoi. Ça me paraît, enfin je sais pas, mais tant mieux du coup, je suis content que mes vidéos vous plaisent, mais vraiment ça me fait très rire, et j'adore parler avec vous en commentaire, donc commentez, moi j'essaie de répondre au maximum. Sur ce les amis, je pense avoir à peu près tout dit. N'oubliez pas de rejoindre le canal Les Zépronautes sur Facebook et Instagram. Il y a des choses qui vont se passer très prochainement, et c'est vraiment un conseil, vous devez le rejoindre. En fait, non, c'est plus un ordre, en fait. Sur ce, on est parti pour cette vidéo sur les constantes de l'univers. Donc, on est en droit de se demander, qu'est-ce qu'une constante fondamentale, techniquement? Mais avant ça, imagine que l'univers, tout notre univers, soit un jeu. Une sorte de grand jeu cosmique. Tu ouvres la boîte, et à l'intérieur, pas de pions colorés, ni de plateaux à déplier. Mais quelque chose de bien plus étrange. Un vide noir, silencieux, rempli de possibilités. Et quelque part, au fond de cette boîte, tu trouves le livret des règles. Ce livret, ce sont les lois de la physique. Mais comme tous les bons jeux, ces lois ne sont pas juste des phrases qu'on lit en diagonale avant de commencer. Elles ont des paramètres, des nombres bien précis, des réglages. C'est un peu comme les options d'un jeu vidéo en fait. Tu sais, quand tu lances une partie et que tu dois choisir la difficulté, activer ou non la gravité, ajuster la vitesse des projectiles, etc. Dans notre jeu à nous, les réglages ont déjà été faits. Et tu ne peux pas les modifier. Puis, tu ne sais même pas qui les a choisis. Ces réglages, ce sont les constantes fondamentales. C'est comme si, avant même que la partie commence, quelqu'un avait coché des cases, tourné quelques curseurs et verrouillé tous les paramètres. Et dit, voilà, c'est comme ça. C'est cette vitesse-là pour la lumière, cette force-là pour la gravité et cette charge-là pour l'électron. Bon jeu. Mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas seulement des valeurs fixes. Ce sont des piliers de référence. Bon, on va prendre une image très simple.
Imagine que tu sois en train de cuisiner un plat hyper sophistiqué avec des ingrédients délicats. Si tu changes ne serait-ce que la température du four de quelques degrés, si ton sel n'a pas exactement la bonne composition, ou si la balance mesure mal de 0,001 g, ton plat ne ressemblera plus à rien. Il s'effondre, il s'écroule, il crame. L'univers, c'est pareil. Et au lieu d'un thermostat ou d'un minuteur, tu as des constantes. Et elles doivent être exactes. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est une constante fondamentale? Eh bien, c'est un nombre qui apparaît dans les équations de base de la physique. Et qui est toujours le même. Partout, dans l'univers, et à tout moment. Tu veux calculer l'attraction entre deux masses? Eh bien, tu tombes sur G, la constante de gravitation. Tu veux connaître l'énergie d'un photon en fonction de sa fréquence? Eh bien, tu auras forcément H, la constante de Planck. Tu veux comprendre comment la matière interagit avec la lumière? Tu tomberas sur alpha, la fameuse constante de structure fine. Ces constantes sont comme les clés de la voûte de la cathédrale cosmique. Elles n'ont pas d'unité en commun, elles ne se ressemblent pas et elles ne se calculent pas entre elles, mais elles tiennent l'univers debout. Et tu sais ce qui est encore plus vertigineux? Eh bien c'est qu'on ne sait pas pourquoi ces constantes ont les valeurs qu'elles ont. Non, en fait, on les mesure, on les observe et on les trouve dans la nature. Comme on trouve des chiffres sur une étiquette. Elles sont là, point final. Et là, on peut se poser une question. Attends, mais si on ne peut pas les déduire, si on doit les mesurer, est-ce qu'elles sont vraiment fondamentales? Ou est-ce qu'elles sont juste des paramètres comme dans un jeu qu'on ne comprend pas encore? Eh bien, peut-être qu'il y a une version avancée du livret des règles qu'on n'a pas encore trouvé. Un menu caché avec des lois plus profondes, plus abstraites, qui expliquerait pourquoi ces nombres ont ces valeurs-là. Mais aujourd'hui, pour nous, ce sont les valeurs de base, le socle, la référence ultime. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on en a besoin pour que les lois elles-mêmes fonctionnent. Une équation sans constante, c'est comme une partition sans tempo. Tu peux lire les notes, mais tu ne sais pas comment les jouer. Tu sais pas si tu dois jouer vite, lentement, fort, doucement. Les constantes, elles, donnent le rythme. Elles disent « la lumière se déplace à telle vitesse ». La gravité agit avec telle intensité. La mécanique quantique se manifeste à telle échelle. Sans elle, les lois ne seraient que des coquilles vides. Une constante fondamentale, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un choix universel. Et c'est peut-être ce mystère-là, justement, qui rend leur étude si captivante. Bon, on va maintenant attaquer le vif du sujet sur les constantes. Alors vous en connaissez probablement au minimum 3 ou 4, mais il en existe plus d'une dizaine. Mais moi, je vais vous présenter les plus connues. Donc, il faut savoir que les constantes fondamentales n'ont pas été découvertes d'un coup. On les a pas trouvées toutes alignées dans un vieux manuscrit gravé dans le marbre de l'univers. Sinon, ça aurait été un peu trop beau. On les a extraites à la main, une par une, au fil des siècles. Alors, partons dans l'ordre. L'histoire commence à la fin du XVIIe siècle. Newton formule sa loi de la gravitation universelle en 1687. Deux corps s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Mais il manque encore un ingrédient essentiel. Une sorte de coefficient qui dirait, en chiffres, à quel point cette force est forte ou faible. Une constante de proportionnalité. Newton la note implicitement, mais il ne la mesure pas. À l'époque, c'est pas vraiment un problème. La loi fonctionne, elle permet de prédire la trajectoire des planètes, la chute des objets, bref tout ce qu'il faut pour construire une mécanique du monde. Mais il manque la valeur de cette fameuse constante. Combien vaut précisément cette force, en unité physique réelle? Eh bien, personne n'en sait rien. Et donc il faudra attendre plus d'un siècle pour que la réponse arrive. En 1798, Henry Cavendish, un physicien anglais, réussit ce que personne n'avait fait avant lui. Mesurer la force gravitationnelle entre deux objets sur Terre. Et par la même occasion, donner une valeur précise à cette constante mystérieuse, qu'on appelle aujourd'hui la constante gravitationnelle, notée G. Pour ça, il conçoit une expérience d'une finesse extrême pour l'époque. Il suspend une petite barre au bout d'un fil très fin, presque invisible, sur lequel il fixe deux petites boules de plomb. Puis, il place une grosse masse à proximité. L'attraction gravitationnelle, minuscule mais réelle, fait légèrement tourner la barre. Le fil se tord à peine, mais cette déviation, Cavendish la mesure avec une précision remarquable, en utilisant un simple jeu de miroir et de lumière. Et c'est grâce à cette torsion microscopique, presque imperceptible, qu'il peut déduire la force exercée. Et à partir de là, il calcule la valeur de G. Le résultat, c'est ce nombre minuscule. G égale 6,67 fois 10 exposant moins 11. Ce chiffre dit quelque chose de très simple, mais de fondamental. La gravité est une force incroyablement faible. Si on prend deux objets d'1 kg chacun, séparés d'1 mètre de distance, la force gravitationnelle entre les deux est 100 milliards de fois plus petite que le poids d'un grain de poussière. C'est ridiculement petit. Et pourtant, c'est cette force invisible, discrète, qui tient les planètes en orbite et qui fait tomber les pommes,
qui fait aussi s'effondrer les étoiles et qui donne naissance au trou noir. C'est la force qui structure l'univers à grande échelle. Elle est faible, mais elle est partout. Et surtout, elle est toujours attractive. Elle rassemble, elle agrège, elle colle les choses entre elles. La constante G joue un rôle absolument central dans toutes les équations qui décrivent l'univers gravitationnel. Elle permet de calculer l'accélération d'un objet sur Terre. Elle permet de comprendre comment les planètes tournent autour du Soleil. Elle est même utilisée pour estimer la masse des étoiles et des galaxies, à partir de leur effet gravitationnel. Et elle est même présente dans les équations d'Einstein dans la relativité générale, où elle relie la courbure de l'espace-temps à la distribution de matière et d'énergie dans l'univers. Elle apparaît aussi dans les équations de la cosmologie moderne, dans les modèles d'expansion de l'univers et les calculs de formation des structures cosmiques. Et surtout, elle permet de voir l'invisible. Parce que grâce à G, on peut déduire la masse d'un objet qu'on ne voit pas, simplement en regardant l'orbite d'un autre objet autour de lui. Alors Cavendish ne mesurait pas G pour elle-même. Son objectif de base, c'était de peser la Terre. C'était ça son vrai but, estimer la masse de notre planète et par la même occasion, en apprendre plus sur sa densité, sa structure interne et sa gravité. Et en faisant ça, il a ouvert une porte sur une des constantes les plus fondamentales de toute la physique. Une constante qu'on retrouve dans tous les domaines où la gravitation entre en jeu. Une constante qui donne l'échelle de la force la plus universelle de l'univers. En fait, sans G, on pourrait même pas expliquer pourquoi on tient debout. Et ce qui est fascinant, c'est que cette constante, ce chiffre minuscule qui paraît presque anecdotique, est le fruit d'une expérience, d'une précision incroyable. Menée dans une pièce close, avec des masses de plomb, un fil tendu et un miroir. L'univers entier tient dans ce genre de détails. Et c'est dans le minuscule qu'on capte le gigantesque. Voilà pourquoi G est une constante fondamentale. Parce qu'elle est l'unité de mesure d'une force qui ne fait pas de bruit, mais qui façonne tout ce qu'on voit. Avant de parler de lumière, de mécanique quantique ou d'expansion de l'univers, il faut commencer par quelque chose de plus simple, mais de plus fondamental encore. Il faut commencer par le vide. Le vide, on pourrait croire que c'est rien, le néant, une absence totale. Un endroit silencieux, froid, sans matière, sans mouvement. Mais en physique, le vide n'est jamais rien. C'est un milieu, un espace qui a ses propres propriétés, comme un tissu invisible sur lequel peuvent se propager des champs, des forces, des énergies. Mais en l'absence de toute particule, l'espace conserve une structure. Et cette structure, on peut l'étudier. On peut même la mesurer. Parmi ces propriétés fondamentales du vide, il y a quelque chose qu'on appelle la perméabilité magnétique du vide. Elle porte un nom un peu technique, mais son idée est super simple. C'est une manière de dire à quel point l'espace réagit avec un champ magnétique. Pour faire simple, imagine un aimant. Il génère une influence autour de lui qu'on appelle le champ magnétique. C'est comme le champ magnétique de la Terre par exemple. Et ce champ traverse l'espace. Il s'étend dans le vide. Mais à quel point? Jusqu'où? Avec quelle force? Eh bien, c'est là qu'intervient cette fameuse constante, qu'on appelle la perméabilité. Et dans le vide, cette perméabilité est notée μ0. Elle traduit la capacité du vide à porter ce champ magnétique, à le laisser se propager plus ou moins facilement. μ0, c'est une mesure de la réponse magnétique du vide lui-même. Comme si on mesurait à quel point l'espace est perméable au magnétisme. D'où son nom. Cette constante apparaît dans toutes les grandes lois du magnétisme. Elle est présente dans la loi d'Ampère, dans la loi de Biot-Savart, dans l'écriture complète des équations de Maxwell, qui permet de déterminer l'intensité d'un champ magnétique sous certaines conditions. Et bref, à chaque fois qu'on décrit un champ magnétique, dès qu'on cherche à comprendre la manière dont un courant électrique engendre une influence magnétique autour de lui, μ0 est là. Elle est partout. Silencieuse, mais incontournable. Alors, historiquement, la valeur de cette constante n'a pas été découverte comme une curiosité théorique. Elle a été définie à partir d'une expérience très concrète du 19e siècle, lorsqu'on cherchait à comprendre la force exercée entre deux fils parcourus par un courant. On avait besoin d'une unité claire, reproductible, pour définir l'intensité d'un courant électrique. Et c'est en mesurant la force magnétique entre deux conducteurs qu'on a établi la définition de l'ampère. La perméabilité du vide a donc été, pendant longtemps, fixée par une convention à une valeur exacte. Elle valait 4π x 10 exposant -7. C'était un choix pratique qui rendait les équations élégantes et les mesures cohérentes. Mais ce choix était lié à la manière dont on définissait les unités. Et avec la redéfinition moderne du système international, cette valeur n'est plus fixée arbitrairement. On la mesure désormais expérimentalement comme toutes les autres constantes physiques. Mais son ordre de grandeur, sa place dans la théorie, son rôle dans l'électromagnétisme n'ont pas changé. μ0 reste l'une des constantes les plus essentielles de la physique moderne. Elle dit comment le vide se comporte face au magnétisme, même lorsqu'il n'est ni métal, ni aimant, ni matière. Mais si le vide a une réponse au magnétisme, alors
il a aussi une réponse électrique. Et cette réponse, elle porte un nom. On appelle ça la permittivité du vide, qu'on nomme ε0. Alors cette fois, il ne s'agit plus de savoir comment un champ magnétique traverse l'espace, mais comment un champ électrique s'y propage. Et là encore, c'est une question de structure, de tissu, de résonance. Quand une charge électrique est placée quelque part, elle crée une influence électrique autour d'elle, une force invisible qui s'exerce sur d'autres charges. Cette influence, on l'appelle l'influence du champ électrique. Et ce champ se diffuse dans l'espace. Il n'est pas instantané, il ne va pas à l'infini sans contrainte. Et dans le cas du vide, cette propriété s'appelle ε0. C'est la permittivité électrique du vide. Donc, pour faire simple, ε0 mesure la capacité de l'espace à autoriser ou à freiner le développement d'un champ électrique. C'est comme si on demandait au vide s'il acceptait qu'une charge influence l'univers autour d'elle. Si cette influence se propage facilement, alors la permittivité est faible. Mais si elle se propage lentement ou alors avec difficulté, alors la permittivité est grande. C'est cette constante qui décide de l'intensité du champ pour une même charge. Et donc, par extension, c'est elle qui fixe l'intensité de la force entre deux charges électriques, comme deux électrons qui se repoussent, un électron et un proton qui s'attirent, ou l'équilibre fragile de l'atome, la structure de la matière, etc. Tout ça, eh bien ça dépend de la valeur de cette constante. Sans elle, pas de cohésion atomique, pas de molécules, pas de chimie. On la retrouve par exemple dans la loi de Coulomb qu'on a tous vue à peu près au lycée, qui décrit la force entre deux charges en fonction de leur distance. Elle apparaît dans toutes les lois de l'électrostatique, dans les équations qui régissent les condensateurs, les isolants, les champs dans le vide, etc. C'est l'un des piliers silencieux de la physique électrique. Et comme pour μ0, son histoire est liée à l'histoire des unités. À une époque où on essayait de rendre la physique mesurable, reproductible et précise. Sa valeur aujourd'hui est d'environ 8,854 x 10 exposant -12. Une petite valeur, mais avec un impact immense. Parce que c'est cette petite constante, ε0, qui contrôle la manière dont les champs électriques naissent, vivent et agissent dans le vide. Ces deux constantes, μ0 et ε0, sont des signatures profondes de la structure du vide. Elles ne dépendent d'aucune matière, elles sont là, présentes, même dans le silence cosmique, même dans l'espace intersidéral le plus vide. Elles sont les caractéristiques fondamentales de l'espace lui-même, telles que la physique peut les observer. Et ce sont elles qui permettent ensuite de comprendre bien d'autres choses. Maintenant, on va parler de quelque chose que vous connaissez tous, la lumière. Et donc, par extension, sa vitesse. La question de la vitesse de la lumière remonte très loin dans l'histoire de la science. Pendant des siècles, les philosophes et les savants se sont demandé si la lumière se propageait instantanément ou non. Dans l'Antiquité, certains pensaient qu'elle voyageait à une vitesse infinie, parce que rien ne semblait retarder son apparition, quand on allumait une flamme ou quand le soleil se levait. D'autres, plus rares, soupçonnaient qu'elle devait avoir une vitesse finie. Mais cette idée restait difficile à tester. Donc faut attendre le XVIIe siècle pour que cette question entre dans le domaine expérimental. En 1676, l'astronome danois Ole Rømer réalise une observation décisive. En fonction de la position de la Terre sur son orbite, elle semble arriver en avance ou en retard. Rømer comprend que ce décalage vient du temps que met la lumière à parcourir la distance entre Jupiter et la Terre. Il propose ainsi la première estimation de la vitesse de la lumière, à partir d'une observation astronomique. Il obtenait environ 220 000 km par seconde, soit 26% de moins que la vitesse réelle. C'est une idée révolutionnaire. La lumière a bien une vitesse finie. Un siècle plus tard, d'autres mesures viennent affiner cette valeur. En 1849, Hippolyte Fizeau met au point une expérience terrestre pour mesurer directement la vitesse de la lumière. Il utilise une roue dentée en rotation et un faisceau lumineux réfléchi par un miroir, situé à plusieurs kilomètres. En réglant la vitesse de la rotation de la roue, il a réussi à mesurer le temps que met la lumière pour faire l'aller-retour. Il obtient une valeur proche de 313 000 km par seconde. L'année suivante, en 1850, Léon Foucault améliore encore le dispositif, avec un miroir tournant, ce qui permet une précision supérieure. Sa mesure donne une vitesse plus proche de celle que nous connaissons aujourd'hui, aux alentours de 298 000 km par seconde. Ces expériences confirment une fois pour toutes que la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle voyage à une vitesse très élevée, mais mesurable. Mais ce qui va bouleverser notre compréhension de la lumière ne vient pas d'un nouveau dispositif expérimental. Il vient d'un système d'équations. Dans les années 1860, James Clerk Maxwell unifie les lois de l'électricité et du magnétisme. Il rassemble des résultats, des lois empiriques, des observations, et il les reformule dans un cadre mathématique cohérent. Ce travail donne naissance aux équations de Maxwell, un ensemble de 4 équations qui décrivent les comportements des champs électriques et magnétiques, ainsi que leur interaction. Bon, on va pas détailler ces équations puisque c'est pas le sujet, mais par contre,
on va se pencher sur le résultat de deux d'entre elles. En étudiant ces équations, Maxwell fait une découverte inattendue. Il s'aperçoit que lorsqu'un champ électrique varie dans le temps, il induit un champ magnétique, et qu'un champ magnétique variable génère à son tour un champ électrique. Ces deux effets s'alimentent mutuellement et le système peut former une onde qui se propage dans le vide, sans avoir besoin de charge ou de courant pour la porter. Maxwell calcule alors la vitesse de cette onde à partir des constantes du vide qui apparaissent naturellement dans ses équations. Il utilise la perméabilité magnétique du vide, μ0, et la permittivité électrique du vide, ε0, qu'on avait vu un peu plus tôt. En combinant ces deux constantes, il trouve que la vitesse de propagation de cette onde est exactement égale à l'inverse de la racine carrée du produit de μ0 et de ε0. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, il faut retenir que cette vitesse, quand il la calcule, correspond exactement à la vitesse de la lumière. C'est une révélation. Ce que Maxwell vient de démontrer, c'est que la lumière elle-même est une onde électromagnétique. Elle est le résultat d'un champ électrique oscillant qui crée un champ magnétique, lequel crée à son tour un champ électrique et ainsi de suite. Le tout se propage dans l'espace vide à une vitesse déterminée uniquement par les propriétés du vide lui-même. Et cette vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Avant même que les physiciens aient le moyen de comprendre les photons ou la nature quantique de la lumière, Maxwell avait déjà montré que la lumière n'était rien d'autre qu'une manifestation ondulatoire des champs électriques et magnétiques dans l'espace. C'est à partir de là que la lumière cesse d'être un simple phénomène optique et devient un phénomène fondamental de la structure même de l'univers. Bon, pour la prochaine constante, on va rester dans le domaine électrique, puisque d'un point de vue historique, on connaît tous le domaine de l'électricité, ou du moins ses effets, et ce depuis l'Antiquité. On savait qu'en frottant des matériaux entre eux, comme l'ambre, on pouvait provoquer des effets étranges, attirer des objets légers ou générer de petites étincelles. Mais pendant longtemps, personne ne comprenait ce que c'était réellement. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'on commence à parler de charge électrique et encore davantage de temps pour qu'on saisisse que cette charge pouvait être mesurée, comparée et conservée. Au fil du temps, les expériences se sont perfectionnées. On a découvert deux types de charges positives et négatives. On a observé qu'elles pouvaient s'attirer ou se repousser selon des lois très précises, notamment avec les travaux de Coulomb à la fin du XVIIIe siècle. Il formalise les interactions électriques à distance avec une loi mathématique semblable à celle de la gravitation, mais en beaucoup plus intense. Pourtant, à ce moment-là, la charge restait un concept abstrait. On la considérait comme un fluide invisible, un attribut des corps, sans savoir si elle avait une structure plus profonde. Et c'est la toute fin du XIXe siècle que les choses changent. En 1897, le physicien britannique Thomson découvre l'électron. En étudiant les rayons cathodiques, il montre qu'ils sont constitués de particules négatives très légères. Il parvient à mesurer le rapport entre leur charge et leur masse, mais pas encore la charge elle-même. Ce qu'il met au jour, sans le savoir complètement, c'est que l'électricité n'est pas une substance continue, mais qu'elle est portée par des entités discrètes. Bon, il faut encore une étape cruciale pour le confirmer, et elle arrive en 1909 grâce à une expérience aussi simple que géniale, conçue par le physicien américain Robert Millikan. Il utilise une chambre, donc une sorte de grosse boîte vitrée. Bref, cette chambre vitrée contenait des gouttelettes d'huile très fines, qu'il parvient à ioniser, c'est-à-dire à leur donner quelques charges électriques. En les observant sous un microscope, il mesure précisément la force électrique nécessaire pour les faire léviter dans un champ électrique opposé à la gravité. En répétant l'expérience des centaines de fois, il se rend compte que les charges mesurées sont toujours des multiples d'une valeur minuscule. Il en déduit l'existence d'un quantum de charge d'une unité fondamentale. Et cette unité, c'est la charge de l'électron. Sa valeur est extrêmement petite. Elle est d'environ 1,602 × 10 exposant -19. C'est la plus petite quantité de charge libre possible dans la nature. Et elle ne peut pas être divisée. On ne peut pas avoir un demi-électron ou un tiers d'électron. Ce que Millikan découvre, c'est un grain fondamental de la réalité. La charge électrique n'est pas un fluide qu'on peut répartir à l'infini. Elle est constituée de paquets indivisibles, comme des pixels sur une image, ou des marches dans un escalier. On ne peut pas avoir un entre-deux. Et cette quantification de la charge est l'un des premiers indices profonds que la nature, à l'échelle microscopique, n'est pas continue, mais discrète. La constante E est aujourd'hui omniprésente dans toutes les théories de la physique. L'électron et le proton ont exactement la même charge en valeur, mais sont le signe opposé. Ce sont leurs interactions électrostatiques qui maintiennent les électrons autour des noyaux, et qui assurent la cohésion de la matière. Elle est aussi présente au cœur de l'électrodynamique quantique, où elle intervient comme un couplage fondamental entre les champs de matière et le champ électromagnétique. Bon, et depuis 2019, la charge élémentaire E est définie comme une constante exacte. Sa valeur n'est plus simplement mesurée, elle est posée comme fondamentale, au même titre que la vitesse de la lumière.
Elle est donc devenue une brique de base du réel. La découverte de Millikan n'était pas seulement une prouesse expérimentale, c'est une révolution conceptuelle. Il montrait que ce que nous appelons l'électricité repose sur une structure granulaire, que le monde microscopique obéit à des règles radicalement différentes de notre intuition. Et ce petit « et », si minuscule qu'il soit, continue de porter toute l'architecture électrique de notre univers. Et ça tombe bien qu'on parle de l'atome, puisqu'on va rester dans ce domaine. On va rester à la même époque, à la toute fin du 19e siècle. La physique semblait presque achevée. Les lois Newton décrivaient les mouvements, l'électromagnétisme de Maxwell unifiait l'électricité et le magnétisme, et la thermodynamique paraissait bien en place. Pourtant, un problème tenace résistait à toutes les tentatives de résolution. Le rayonnement du corps noir. Un corps noir, c'est un objet idéal qui absorbe toute la lumière qu'il reçoit, et qui émet un rayonnement selon sa température. Expérimentalement, on savait décrire ce rayonnement, très précisément. Mais aucune théorie classique ne parvenait à en rendre compte. Les équations classiques prédisaient qu'un objet chauffé pouvait émettre une quantité infinie d'énergie dans les hautes fréquences. C'était absurde. Cette catastrophe, qu'on appelle aujourd'hui la catastrophe ultraviolette, montrait que quelque chose d'essentiel manquait à notre compréhension. C'est donc dans ce contexte que le physicien allemand Max Planck propose une idée totalement nouvelle. Pour lui, le problème vient du fait que l'on suppose que l'énergie peut varier de manière continue. Il fait alors une hypothèse radicale. L'énergie ne peut pas être émise ou absorbée n'importe comment, mais uniquement par paquets discrets. Chaque paquet est proportionnel à la fréquence de l'onde associée. Il introduit une constante de proportionnalité qu'il note H. Et cette idée, presque désespérée à l'origine, fonctionne parfaitement. Grâce à elle, Planck vient de décrire, avec précision extraordinaire, le rayonnement du corps noir. Il sauve la physique théorique de l'effondrement, mais en même temps, il ouvre une brèche puisque cette hypothèse, ultra efficace, est en totale rupture avec les conceptions classiques. Elle suggère que l'énergie n'est pas une sorte de fluide continu, mais qu'elle est elle aussi quantifiée, comme la charge électrique. Cette constante H, qu'on appelle aujourd'hui la constante de Planck, est incroyablement petite. Elle vaut environ 6,626 x 10 exposant moins 34. Mais malgré sa valeur microscopique, elle est fondamentale. C'est elle qui fixe l'échelle à partir de laquelle les effets quantiques deviennent perceptibles. En deçà de cette échelle, la physique classique cesse d'être valable. Le monde cesse d'être déterministe et devient probabiliste. La trajectoire d'une particule ne peut plus être connue avec une précision. Les phénomènes deviennent flous et les événements obéissent à des lois statistiques. Et quelques années plus tard, Albert Einstein reprend l'idée de Planck et va plus loin. Il propose que la lumière elle-même est constituée de quantas d'énergie, des photons. Il utilise l'équation que Planck avait trouvée pour décrire l'effet photoélectrique, où la lumière arrache les électrons à une surface métallique. Et cette explication, qui est vérifiée expérimentalement, nous conforte dans l'idée que la lumière n'est pas simplement une onde, mais aussi une particule. Et donc, la dualité onde-corpuscule naît ici. Elle bouleversera toute la physique du XXe siècle. Einstein obtiendra le prix Nobel pour sa découverte. Ah oui, et je rappelle qu'Einstein a obtenu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique et non pas pour la relativité. La constante de Planck devient ensuite le pilier de la mécanique quantique. On la retrouve dans toutes les équations fondamentales de cette théorie. Elle est au cœur de l'équation de Schrödinger, qui décrit l'évolution dans le temps de l'état d'un système quantique. Elle intervient même dans les relations d'incertitude d'Heisenberg, qui pose les limites de la précision avec laquelle on peut connaître simultanément certaines grandeurs physiques. Elle entre aussi dans la définition du spin des particules, dans les règles de transition de l'atome, dans les niveaux d'énergie discrets, dans les diagrammes de Feynman, bref, dans toute l'architecture de la physique des particules. Aujourd'hui, la constante de Planck est considérée comme l'une des constantes fondamentales de la nature. Depuis 2019, elle est définie comme une valeur exacte. Elle ne se mesure plus. Et elle structure le système d'unité du système international. Tout comme la vitesse de la lumière ou la charge de l'électron, elle fait partie des briques les plus profondes du réel. L'histoire de la constante de Planck, c'est l'histoire d'une révolution. Une rupture avec le monde lisse, prévisible et déterministe. C'est l'entrée dans l'univers granuleux, probabiliste, régi par des sauts d'énergie et des états superposés. C'est le seuil au-delà duquel la physique devient quantique. Et tout a commencé par une simple question sur un four idéal chauffé à blanc qui était le premier modèle expérimental de corps noir. Maintenant, on va partir dans un domaine totalement opposé, la cosmologie, et ce que j'adore. Au début du XXe siècle, la relativité générale révolutionne la matière dont on pense la gravitation. Loin d'une simple force entre les masses,
La gravité devient une courbure de l'espace-temps provoquée par l'énergie et la matière. 1915, Albert Einstein publie les équations de la relativité générale, mais il se heurte à un problème philosophique autant que scientifique. À l'époque, on pense que l'univers est éternel, immobile, statique. Mais les équations d'Einstein, dans leur forme originale, ne permettent pas un univers statique. Elles prédisent soit un univers en expansion, soit en contraction. Et pour contourner ça, Einstein ajoute un terme à ses équations, un terme qu'il baptise la constante cosmologique. Et ce terme, il agit comme une force répulsive intégrée dans le tissu même de l'espace. Il permet d'équilibrer l'attraction gravitationnelle de la matière pour aboutir à un univers figé, qui ne bouge pas. Alors ce terme, il n'est pas dicté par une observation ou une nécessité théorique, mais par une volonté d'adapter la physique à une version figée du cosmos. Sauf que, tout change en 1929. L'astronome Edwin Hubble découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'univers est en expansion. Le besoin d'une constante cosmologique pour le maintenir statique disparaît d'un coup. Einstein, apprenant ça, dira plus tard que l'introduction de la constante cosmologique fut la plus grande erreur de sa vie. Il aurait pu prédire l'expansion de l'univers avant même sa découverte, simplement en s'abstenant d'ajouter ce terme artificiel. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Pendant des décennies, la constante cosmologique disparaît des préoccupations principales. On la considère comme un artefact abandonné, un terme inutile dans les équations devenues propres. Jusqu'en 1998, où cette année-là, 2 équipes indépendantes d'astronomes observent des supernovas lointaines et mesurent l'expansion de l'univers avec une précision inédite. Le résultat est inattendu. Non seulement l'univers est bien en expansion, mais cette expansion s'accélère. Quelque chose pousse l'univers à grandir de plus en plus vite. Cette force répulsive omniprésente mais invisible correspond exactement au rôle que jouait autrefois la constante cosmologique. La constante revient donc au centre du jeu, mais elle ne sert plus à figer l'univers. Elle devient l'expression d'une énergie mystérieuse qui habite le vide. Une énergie qui n'interagit pas comme la matière ou la lumière, mais qui exerce une pression négative sur l'espace-temps, le forçant à se dilater. Aujourd'hui, cette force porte un nom, l'énergie noire. On ignore sa nature profonde. On ne sait pas si elle est vraiment constante ou si elle varie lentement dans le temps. Mais on sait qu'elle domine largement le contenu de l'univers. Elle est présente partout, dans le vide entre les galaxies, dans les interstices les plus profonds de l'espace, jusque dans les laboratoires terrestres. Et pourtant, sa valeur est incroyablement petite, infiniment faible. La constante cosmologique aurait pu être gigantesque. Elle aurait pu faire exploser l'univers dès son origine, ou au contraire, être nulle et laisser l'expansion ralentir. Mais elle est là, juste ce qu'il faut pour le faire s'accélérer doucement, sans tout bouleverser. Personne ne sait pourquoi elle vaut ce qu'elle vaut. Ce minuscule chiffre, inscrit au cœur des équations de l'univers, échappe encore à notre explication. Ce chiffre fait partie de ces constantes qui fixent la structure même de la réalité. C'est comme la constante de Planck, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière, bref, tout ça, ça impose une contrainte fondamentale sur ce que l'univers peut devenir. Et tout avait commencé par un simple ajustement d'équation, une correction pour coller à une fausse idée de l'univers. Une erreur selon Einstein, mais une erreur visionnaire. Mais la constante cosmologique n'est pas la seule à avoir un rôle important dans l'infiniment grand. En observant les galaxies lointaines, Hubble découvre un phénomène qui bouleverse notre compréhension de l'univers. Plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne vite de nous. Et les vitesses de fuite ne sont pas aléatoires. Elles suivent une loi simple et linéaire. La vitesse d'éloignement d'une galaxie est proportionnelle à sa distance. Et cette relation prend la forme d'une équation élégante. La vitesse est égale à une constante multipliée par la distance. Cette constante, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble. Elle mesure le taux d'expansion de l'univers à un instant donné. Elle relie la géométrie de l'espace à la dynamique du temps. En gros, elle dit que l'univers n'est pas seulement grand, il devient de plus en plus grand. Et cette expansion affecte tout ce qui est suffisamment éloigné pour ne plus être lié gravitationnellement. Pendant longtemps, la valeur précise de cette constante est restée incertaine. Les premières estimations de Hubble étaient beaucoup trop élevées. Il pensait que l'univers était bien plus jeune qu'il ne l'était en réalité. Mais au fil du siècle, les instruments se perfectionnent. Les méthodes s'affinent. On mesure cette constante à l'aide des supernovas, des galaxies, des amas, du fond diffus cosmologique, la structure même de l'univers à grande échelle. Et aujourd'hui, on arrive à des valeurs précises, trop précises même. Car 2 grandes méthodes en apparence solides donnent des résultats différents. Quand on mesure la constante de Hubble localement, en observant des étoiles et des supernovas proches, on trouve une valeur plus élevée. Mais quand on la déduit du fond diffus cosmologique, une empreinte de l'univers jeune, on obtient une valeur plus basse. La différence est trop grande pour être un simple hasard ou une erreur expérimentale. Elle persiste malgré les recalibrages, les nouvelles données, les approches indépendantes. C'est ce qu'on appelle la tension de Hubble.
un désaccord profond entre deux façons de mesurer l'expansion de l'univers. Et ce désaccord, eh bien, il pourrait être la trace d'un phénomène plus fondamental encore. Peut-être qu'il existe une nouvelle forme d'énergie dans l'univers jeune. Peut-être que la gravité ne fonctionne pas exactement comme on le pense. Peut-être aussi que la constante de Hubble n'est pas vraiment constante, qu'elle évolue dans le temps de façon inattendue. Eh bien aujourd'hui, la constante de Hubble est bien plus qu'un simple facteur de proportionnalité. Elle est au cœur de l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Elle pose une question simple en apparence, mais qui pourrait ouvrir une porte sur une nouvelle physique. Une constante issue d'une observation banale des galaxies, devenue l'un des paramètres les plus fondamentaux pour comprendre l'histoire, la structure et le destin de l'univers. Et pour finir, on va parler d'une constante ultra importante, qui permet de faire le lien entre température et agitation microscopique. La constante de Boltzmann. Au cœur de cette révolution, un physicien autrichien, Ludwig Boltzmann, cherche à comprendre les lois de la chaleur et les phénomènes que l'on peut mesurer à notre échelle. Il veut expliquer pourquoi un gaz chaud exerce une pression, pourquoi les corps fondent, pourquoi la température semble guider tant de transformations dans la nature. Et surtout, il veut relier la température à ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Son idée est radicale pour l'époque. Pour Boltzmann, la chaleur n'est pas une substance continue ou mystérieuse. C'est une mesure de l'agitation désordonnée des atomes. Chaque particule possède de l'énergie, et plus la température est élevée, plus ces particules s'agitent. Il en déduit alors qu'il existe une simple relation entre l'énergie moyenne d'une particule et la température du système. Cette relation prend la forme d'une simple équation devenue célèbre. L'énergie vaut une constante multipliée par la température. Cette constante, c'est la constante de Boltzmann. Elle est incroyablement petite, 1,38 x 10 exposant -23. Mais elle joue un rôle fondamental puisqu'elle relie le monde microscopique des atomes au monde macroscopique des objets. Et elle permet de passer de l'énergie d'un atome à la température d'un gaz. Et elle établit aussi une correspondance entre des chocs invisibles et des phénomènes thermiques mesurables. Elle transforme la thermodynamique classique en une théorie statistique des particules. Et c'est grâce à elle qu'on comprend pourquoi la chaleur se transmet, pourquoi l'entropie augmente, pourquoi certaines réactions se produisent spontanément. Elle intervient dans la distribution des vitesses des molécules d'un gaz, dans les fluctuations thermiques ou dans l'équilibre entre énergie et probabilité. Elle est la clé qui permet de quantifier l'agitation thermique. Avec ce développement de la mécanique quantique, la constante de Boltzmann ne perd pas son importance. Elle devient au contraire l'un des piliers du lien entre le monde quantique et la réalité macroscopique. Aujourd'hui, la constante de Boltzmann est bien plus qu'un simple facteur numérique. Elle symbolise l'idée que la température n'est qu'une manifestation globale d'un chaos microscopique, que derrière chaque degré, chaque fusion, chaque explosion, se cachent des milliards d'atomes en mouvement. Cette constante crée une passerelle entre deux mondes, que tout semblait séparer, mais que Boltzmann a su réunir en une seule formule. Alors bien sûr, j'ai pas détaillé toutes les constantes, sachant qu'il en existe d'autres. Alors on parle du même type de constantes, utiles, omniprésentes dans les équations, mais qui ne sont pas fondamentales au sens strict. Ce ne sont pas des briques premières de la réalité. Elles apparaissent comme des combinaisons d'autres constantes plus profondes, que l'on a déjà évoquées. On va prendre par exemple la constante de structure fine. Elle intervient dans toutes les interactions électromagnétiques. Elle intervient aussi dans la manière dont les électrons interagissent avec les photons ou dans la stabilité des atomes dans les spectres lumineux. Elle vaut environ 1 sur 137. Mais cette valeur n'est pas arbitraire. Elle est obtenue par trois constantes fondamentales: la charge élémentaire, la constante de Planck réduite et la vitesse de la lumière. En fait, c'est une combinaison sans unité, un pur nombre, mais issue directement de la physique quantique et relativiste. Elle nous dit à quel point l'électromagnétisme est fort dans notre univers. Elle semble magique, presque sacrée, mais elle repose sur rien d'autre que les constantes fondamentales déjà introduites. C'est pareil pour le rayon de Bohr, qui donne l'ordre de grandeur du premier niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène, ou alors la distance moyenne entre l'électron et le noyau. Il intervient dans tous les calculs atomiques, mais ce rayon n'est pas une grandeur fondamentale. Il est construit à partir de la constante de Planck, de la masse de l'électron, de la permittivité du vide et de la charge électrique. Il reflète la manière dont ces grandeurs fondamentales façonnent l'univers atomique. La constante de Stefan Boltzmann, elle aussi, est bien connue en physique thermique. Elle relie la puissance rayonnée par un corps noir à sa température. Et c'est elle qui permet de calculer la luminosité d'une étoile à partir de sa température de surface. Mais là encore, elle n'est pas première. Elle découle de la constante de Boltzmann, de la constante de Planck et de la vitesse de la lumière. Elle synthétise le lien entre l'énergie, la température et le rayonnement.
mais ne contient aucune information nouvelle. Ces constantes ne sont donc pas moins vraies. Elles sont précises, mesurables, nécessaires, mais elles ne sont pas fondamentales. Elles émergent d'un jeu plus profond, un jeu déjà entièrement défini par quelques constantes de base. Bon, une fois qu'on a défini toutes ces constantes fondamentales, une question s'impose naturellement. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi elles valent ce qu'elles valent? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle exactement ce qu'elle est? Pourquoi la constante de Planck est-elle si minuscule? Pourquoi la charge élémentaire a-t-elle cette valeur précise? À ce jour, la réponse est non. Nous ne savons pas. Enfin, pas totalement, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ces constantes sont mesurées expérimentalement, et leur valeur semble simplement donnée par la nature, sans raison profonde apparente. Elles sont comme les règles d'un jeu dont nous ne connaissons pas encore les fondements. Des valeurs posées là, sans explication. Et ce mystère reste l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Mais ce qui est frustrant, c'est que notre physique actuelle n'est pas construite pour répondre à cette question. Elle prend ces constantes comme point de départ. Ce sont les entrées du système, pas les sorties. On les insère dans les équations, on les mesure avec toujours plus de précision, mais on ne sait pas d'où elles viennent. La théorie quantique, la relativité, la thermodynamique, toutes reposent dessus, mais aucune ne les prédit. Elles sont nécessaires, mais inexpliquées. Depuis des décennies, des physiciens cherchent à aller au-delà de ce constat. L'une des grandes ambitions de la physique théorique est justement de ne plus avoir à insérer ces constantes à la main, de faire en sorte qu'elles sortent naturellement d'une théorie plus fondamentale. C'est le rêve d'une théorie unifiée, qui engloberait toutes les forces de la nature, toutes les particules, tous les phénomènes connus et en déduirait les constantes. Et c'est là qu'interviennent des cadres comme la théorie des cordes. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo de 1 heure hyper détaillée sur le sujet qui s'affiche juste là, normalement, si j'oublie pas. Sinon vous allez sur ma chaîne, vous cliquez, vous tapez théorie des cordes et vous trouverez. En fait, dans ce modèle, les particules ne sont pas ponctuelles, mais sont des vibrations d'objets étendus minuscules, qu'on appelle des cordes. Et la manière dont ces cordes vibrent, la forme de l'espace dans lequel elles évoluent, pourrait déterminer les valeurs des constantes que nous observons. Autrement dit, la constante de Planck, la constante de la structure fine, les masses des particules ou même la vitesse de la lumière pourraient être liées à la géométrie de dimensions cachées, repliées sur elles-mêmes à une échelle infinitésimale. Pour mieux comprendre cette théorie, vraiment, allez voir la vidéo. Le but serait alors de montrer que notre univers n'est qu'une solution parmi tant d'autres, avec ses propres constantes, issues d'un paysage immense de probabilités. Mais ce projet reste pour l'instant une spéculation. Aucun résultat expérimental ne permet de confirmer ces hypothèses. Et pire encore, il se pourrait que certaines constantes ne soient pas si fondamentales que ça. Peut-être qu'elles ne sont que des apparences, des propriétés émergentes issues des lois plus profondes encore. Dans certains modèles, la vitesse de la lumière ne serait pas une véritable constante, mais une conséquence plus dynamique, plus générale, de l'espace-temps. Dans d'autres, la charge électrique de l'électron pourrait varier dans le temps, ou dans certaines régions de l'univers. Des tests sont menés pour tenter de repérer ces éventuelles vibrations, mais rien de concluant n'a encore été détecté. Mais ça soulève une autre possibilité vertigineuse. Peut-être que les constantes fondamentales ne sont pas universelles. Peut-être que leur valeur dépend de l'histoire particulière de notre univers, de conditions initiales fixées au hasard ou selon un principe encore inconnu. Il existerait alors d'autres univers, avec d'autres constantes, d'autres lois, d'autres physiques. Ce serait l'idée d'un multivers, dans lequel notre monde ne serait qu'un cas particulier parmi une infinité d'autres. Dans ce contexte, certaines constantes ne seraient pas expliquées par un principe unique et nécessaire, mais par une sorte de sélection. Parmi tous les univers possibles, seul un petit nombre permettrait la stabilité des atomes, la formation des étoiles, l'émergence de la vie. Et nous vivrions justement dans l'un de ces univers rares, parce que nous sommes là, pour nous poser la question. Il est séduisant pour certains, frustrant pour d'autres, puisqu'il remplace une explication déterministe par une forme de fatalisme statistique. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les constantes fondamentales restent aujourd'hui des énigmes. Nous savons les mesurer, nous savons les utiliser, mais nous ne savons pas encore les expliquer. Et peut-être que la physique future, au lieu de les accepter comme des données brutes, réussira à les faire émerger d'un cadre plus vaste, plus abstrait, mais bien unifié. Et donc ce qui rend les constantes fondamentales si fascinantes, ce n'est pas seulement qu'on les mesure avec une précision incroyable, mais c'est que la moindre variation dans leur valeur changerait radicalement la nature de l'univers. Ces constantes ne sont pas là pour faire joli dans les équations. Elles fixent littéralement les règles du jeu cosmique. Si la constante de gravitation était légèrement plus forte, les étoiles s'effondreraient rapidement sur elles-mêmes. Si elle était plus faible, elles ne se formeraient même pas. Si la constante de structure fine était modifiée de quelques pourcents, la physique telle qu'on la connaît serait impossible. Pas d'atomes complexes, pas de molécules stables, pas de biologie. Une infime variation de la masse du neutron par rapport au proton et la nucléosynthèse primordiale donnerait un univers sans hydrogène ou sans hélium. Autrement dit, l'univers semble suspendu
à un équilibre extrêmement précis, presque miraculeux. Cette sensibilité extrême aux valeurs des constantes a fini par éveiller une intuition troublante chez certains chercheurs. Et si l'univers était réglé pour permettre l'apparition de la complexité? Cette idée n'est pas née dans un laboratoire, mais dans une réflexion plus large sur la structure même des lois physiques. Elle a été formulée dès le XXe siècle par des physiciens comme Paul Dirac, puis développée dans les années 1970 par Brandon Carter et d'autres, qui ont remarqué que l'univers semblait extraordinairement bien ajusté pour permettre l'existence d'observateurs comme nous. Alors ce constat, il n'implique pas nécessairement qu'il y ait un but. Il pose plutôt la question vertigineuse, s'agit-il d'une coïncidence, d'une nécessité ou bien d'une illusion de perspective? Parce qu'il y a un piège logique avec cette manière de penser. En fait, on a parfois tendance à croire que l'univers est réglé pour nous, alors qu'il serait plus exact de dire que nous sommes là parce que cet univers, avec ses constantes, permet notre existence. C'est ce qu'on appelle un argument anthropique. Faut pas croire que l'univers aurait été conçu pour héberger des êtres conscients. Il se pourrait simplement que, parmi l'immense éventail des univers possibles, seuls quelques-uns permettent la complexité, et que nous nous trouvions justement dans l'un de ces cas rares. Et ce n'est pas notre présence qui explique l'univers, c'est l'univers qui conditionne notre présence. Et ce renversement d'approche est capital. Il évite de tomber dans l'illusion que les constantes seraient forcément bien choisies. Elles peuvent tout à fait être arbitraires, et le simple fait que nous les mesurions implique déjà qu'elles soient compatibles avec l'émergence d'un système complexe, capable de les mesurer. Faut donc pas confondre observation et explication. Mais au-delà de cette subtilité philosophique, il y a une question encore plus profonde, soulevée par la physique moderne. Puisque dans certains modèles, on découvre que ce ne sont pas les constantes qui définissent l'univers, mais l'univers qui fixe les constantes. Et cette idée, elle est incroyablement perturbante, puisqu'elle suppose que les fameuses constantes que l'on considère comme données, comme immuables, pourraient en réalité émerger de processus dynamiques à l'échelle cosmologique. Par exemple, au moment de l'inflation ou lors des brisures spontanées de symétrie fondamentale, certaines constantes auraient pu geler à des valeurs particulières. Ça signifie qu'elles ne seraient pas absolues, mais qu'elles découleraient de l'histoire même de l'univers. C'est un constat que la physique a déjà intégré. Ce ne sont pas des lois abstraites qui s'imposent à un univers passif. C'est l'évolution de l'univers lui-même qui donne naissance à ces lois. Il fixe les paramètres et sculpte ses propres règles. Et pourtant, ce mécanisme nous échappe encore. On sait que ça se produit, mais on ne comprend pas encore comment. C'est un peu comme découvrir que le livre que vous êtes en train de lire s'écrit tout seul au fil des pages, sans qu'aucun auteur ne soit identifiable. Et cette perspective, elle change profondément notre manière de voir les constantes. Elles ne seraient plus des piliers éternels de la réalité, mais des conséquences émergentes contingentes, possiblement différentes dans d'autres versions de l'univers. Le fine-tuning, dans ce cas, ne serait pas une coïncidence magique, mais le résultat d'un processus naturel que nous devons encore élucider. L'univers ne s'est pas adapté à nous. C'est nous qui sommes le produit d'un univers dont les lois, justement, permettent l'apparition d'êtres capables de se poser la question. Puisqu'au fond, on ne sait pas encore si ce que nous appelons constantes fondamentales sont vraiment fondamentales. Peut-être que ce ne sont que des ombres d'une physique plus profonde encore invisible. Et c'est précisément cette ignorance qui rend leur étude si précieuse. Parce que derrière ces valeurs précises, derrière ces chiffres minuscules ou gigantesques, se cache peut-être la clé ultime de notre compréhension de l'univers. Alors comme on l'a vu, en réalité certaines constantes ont aujourd'hui des valeurs exactes. Et non pas parce qu'elles ont été mesurées avec une précision infinie, mais parce qu'on a choisi de les figer. On les utilise comme des fondations pour définir nos unités elles-mêmes. Si on prend le mètre par exemple, en 1983, il était défini comme une fraction de longueur d'un prototype physique, ou comme une distance parcourue par la lumière pendant une certaine durée. Mais aujourd'hui, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide, en exactement 1 sur 299 792 458 de secondes. Ce qui signifie que la lumière est désormais une valeur exacte. 299 792 458 mètres par seconde. Ce n'est pas une mesure expérimentale, c'est une décision. On a figé cette constante pour que nos mesures de longueur soient stables, reproductibles et universelles. En fixant cette valeur, on ne change pas la physique. On ancre notre système d'unité à une grandeur universelle, mesurable partout dans l'univers. Et on a fait quelque chose de similaire pour le kilogramme. Pendant plus d'un siècle, il était défini à partir d'un objet physique, un cylindre de platine iridium, conservé à Sèvres. Mais ça posait des problèmes avec le temps. Même à l'abri, cet objet pouvait perdre ou gagner quelques dizaines de microgrammes. C'est infime, mais inacceptable pour les mesures les plus précises. Et donc depuis 2019, le kilogramme est défini à partir de la constante de Planck. En fixant la valeur exacte de cette constante, on relie le kilogramme à des phénomènes quantiques reproductibles, comme ceux mesurés
par une balance de Kibble. Là encore, la constante n'a pas été mesurée avec une précision infinie. Elle a été délibérément figée et c'est notre unité qui s'aligne sur elle. Le même principe a été appliqué à l'ampère, l'unité d'intensité électrique, puisqu'avant on l'avait défini avec des forces électromagnétiques entre deux fils. L'ampère est maintenant basé sur la charge élémentaire de l'électron qu'on a vu. On a attribué à E une valeur exacte, et l'unité d'ampère découle alors du nombre d'électrons transportés par seconde. On connaît la valeur d'une charge électrique. La seconde a une définition précise, donc on peut définir l'ampère. En d'autres termes, le courant électrique est redéfini en comptant des électrons, ce qui est bien plus fiable que de mesurer des forces. Ce système a un avantage monumental. Il repose désormais uniquement sur des constantes fondamentales ou des phénomènes immuables, et non plus sur des artefacts matériels ou des phénomènes locaux. Ça rend les unités universelles, durables et comparables à travers le monde, ou même potentiellement à travers la galaxie. Si une civilisation extraterrestre connaît la vitesse de la lumière ou la constante de Planck, elle pourra reproduire exactement nos unités de base. Mais il y a une exception notable dans cette architecture: le temps. La seconde n'est pas définie à partir d'une constante, mais à partir d'un phénomène physique très particulier, la fréquence d'oscillation de l'atome de césium-133. Plus précisément, la seconde correspond à 9 192 631 770 oscillations avec cette transition hyper fine. C'est donc la seule unité de base qui repose encore directement sur un processus observé dans la nature, et non sur une constante universelle dont on a fixé la valeur. Ça s'explique par la stabilité extraordinaire de ce phénomène, puisqu'il est reproductible avec une précision telle qu'aucune constante n'offre pour l'instant. Mais on estime qu'avec ce phénomène, la définition de la seconde devrait varier. On suppose que ces quelques 9 milliards d'oscillations ne sont pas constantes à 100% en fonction du temps, mais devraient varier. Mais ce serait de l'ordre d'une dizaine de nanosecondes tous les 20 milliards d'années, donc on est tranquille. Bon, en vrai, je vous ai peut-être un peu menti. On les appelle constantes fondamentales, mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Est-ce qu'elles ont toujours la même valeur, en tout temps, en tout lieu et dans tout l'univers? Eh bien ça, rien ne nous le garantit. Et depuis quelques années, certains indices et certaines théories suggèrent qu'il faut peut-être prendre ce mot constante avec précaution. Un exemple bien connu, c'est la constante de Hubble, cette fameuse constante utilisée pour décrire la vitesse d'expansion de l'univers. C'est grâce à elle qu'on peut estimer à quelle vitesse une galaxie s'éloigne de nous, en fonction de sa distance. Et aujourd'hui, on l'appelle encore la constante de Hubble. Pourtant, ce nom est un peu trompeur, puisque cette constante change. En réalité, la constante de Hubble n'est pas constante au sens strict. Elle est constante à un instant donné, mais elle évolue dans le temps. Il y a 5 milliards d'années, l'univers s'étendait plus lentement ou plus rapidement qu'aujourd'hui. Et dans 5 milliards d'années, ce sera encore différent. La constante de Hubble est donc plutôt un témoin de l'état de l'univers à un instant donné, comme une photo prise à une époque précise de son histoire. Et si on parle encore de constante, eh bien c'est par habitude. Mais c'est en fait en fonction du temps qu'on appelle parfois plus justement le paramètre de Hubble. Ce genre de variation n'est pas une anomalie. Elle est parfaitement prévue par les équations de la relativité générale et confirmée par les observations cosmologiques. Elle est même nécessaire pour comprendre l'histoire de l'univers, donc sa naissance, son expansion et son accélération. Mais d'autres hypothèses vont encore plus loin. Et cette fois, elles touchent les véritables constantes fondamentales, celles qu'on considère fixes et universelles. La constante de Planck, la vitesse de la lumière, la charge de l'électron. Et parmi ces constantes, certaines études s'intéressent tout particulièrement à la fameuse constante de Planck. Des chercheurs se demandent aujourd'hui si H pourrait, dans certaines conditions extrêmes, ne pas être strictement constante. Des travaux menés à l'Observatoire de la Côte d'Azur, en collaboration avec l'Observatoire de Paris, explorent cette piste audacieuse. En étudiant le comportement de la lumière provenant d'étoiles très particulières qu'on appelle étoiles à neutrons, donc des objets ultra compacts issus de l'effondrement d'étoiles massives, eh bien, on cherche à savoir si la valeur H pourrait varier selon l'environnement gravitationnel. Puisque une étoile à neutrons, c'est un laboratoire naturel, d'une violence extrême. Densité colossale, courbure de l'espace-temps énorme, champ magnétique démesuré. Et si une constante comme H devait fluctuer quelque part, ce serait bien dans un tel enfer physique. Mais l'idée, c'est qu'en comparant les signaux lumineux provenant de différentes régions ou en analysant la façon dont certaines raies spectrales se comportent autour de ces objets, on pourrait déterminer de minuscules écarts dans la valeur effective de la constante de Planck. Et ces différences seraient extrêmement faibles, mais elles pourraient révéler une sensibilité des constantes aux conditions locales, ce qui remettrait profondément en question notre conception actuelle des lois fondamentales. Alors ce type de recherche est encore très exploratoire. Les résultats ne sont pas encore concluants et de nombreuses précautions sont nécessaires pour éviter de confondre les variations réelles avec un simple effet d'observation ou d'instrumentation. Mais le fait même que cette question soit posée montre bien à quel point notre compréhension des constantes
reste ouverte. On pensait avant que la Terre était immobile et que le ciel tournait autour. On pensait que le temps s'écoulait de la même façon partout. Et puis la physique a montré que ce qu'on croyait stable et absolu était en réalité relatif ou variable. Et peut-être qu'il en ira de même avec certaines constantes. Peut-être qu'un jour, on découvrira que ce que l'on croyait fixe n'est qu'un reflet local d'une réalité plus profonde, plus dynamique et plus insoupçonnée. Avec tout ce qu'on a vu, une chose saute aux yeux. L'univers tel qu'on le connaît, avec ses galaxies, ses étoiles, la matière et même la vie consciente, capable de se poser des questions, repose sur une simple poignée de chiffres. Quelques constantes fondamentales semées dans les équations de la physique qui fixent la manière dont tout fonctionne. Ce sont des valeurs discrètes, précises et surtout indispensables. C'est vertigineux puisque ça nous force à regarder ces constantes non pas comme de simples chiffres techniques, mais comme les fondations de notre réalité. Elles dessinent les limites de ce qui est possible. Elles tracent les contours de notre monde et de notre propre existence. Et pourtant, malgré leur importance, elles restent aujourd'hui en grande partie mystérieuses. On les mesure, on les utilise, mais on ne les comprend pas vraiment encore. Est-ce que ces constantes ne sont pas la preuve d'un univers plus vaste, plus riche, aux lois encore inconnues? Ou est-ce que ce serait simplement le signe que notre conception actuelle est encore trop étroite? C'est un sujet que vous devez absolument connaître et encore plus approfondir, c'est bien la théorie des cordes. C'est ma théorie préférée, je l'adore, elle est exceptionnelle et elle se trouve ici si jamais ça vous intéresse. Sinon, si vous aimez mon contenu, faites-moi confiance, je vous mets une playlist ici, lancez-la, j'ai mis les meilleures vidéos de ma chaîne, celles qui me plaisent le plus et celles qui vous plaisent le plus. Vous avez juste à la lancer, vous savez pas sur quel sujet vous allez tomber, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zeporlos, on se dit à plus tard, salut!